Alors pour cet élément de cours, l'élément 4, vous avez ici une famille B formée des vecteurs U et V, une famille libre de vecteurs du plan vectoriel. Et nous avons les deux vecteurs U1, E1 et E2 qui sont définis à partir de cette famille. On peut d'ailleurs dire que les coordonnées de E1 dans la base UV sont 4 et moins 3 dans la base B. Et donc on a directement ce résultat. Ce n'est pas demandé ici. Ici, simplement pour montrer que c'est libre, on va prendre deux nombres réels de sorte telle que lambda E1 plus mu E2 égale vecteur nul. Normalement, si la famille est libre, ça impliquera forcément que lambda égale mu égale à 0. Ici, on écrit une combinaison linéaire quelconque égale au vecteur nul, une combinaison linéaire des éléments de la famille F. C'est comme ça qu'on montre qu'une famille est libre, donc de l'ensemble des éléments de la famille F. Et une solution évidente à cette combinaison linéaire égale à 0, c'est d'avoir lambda et mu égale à 0. Si c'est la seule, la famille est libre. S'il y en a d'autres, avec lambda et mu différents de 0, et qu'on obtient 0, ça veut dire que la famille est liée. En l'occurrence ici, une famille de deux vecteurs, quand elle est liée, c'est équivalent à dire que les deux vecteurs sont collinéaires. On l'a montré en classe. Donc là, je n'ai pas demandé la démonstration. Là, simplement, j'utiliserai la liberté de U et V pour montrer que ces deux vecteurs-là, définis ainsi, forment une famille libre. Donc, dans un premier temps, je remplace E1 par son expression en fonction de U, E2 par son expression en fonction de U et V, pardon. J'ai dit de U, mais c'est de U et V. Voilà. Égal vecteur nul. Ensuite, je regroupe. Vous pouvez faire ça en deux étapes. Moi, je fais le développement puis la refactorisation par U. On obtient 4 lambda plus 2 mu, U, plus, pour les V, c'est moins 3 lambda moins mu, V, égale vecteur nul. Alors là, dans la mesure où la famille UV est libre, puisque U, j'aurais pu mettre directement B, mais je vais recopier, est libre. On a une combinaison linéaire de vecteurs de la famille UV, de la famille B. Comme elle est libre, ça veut dire que tous les coefficients ici sont nuls. On a celui-ci qui est nul et celui-ci qui est nul. Et on obtient ainsi un système, un système d'équations linéaires à coefficients constants, enfin un système tout simplement pour vous pour l'instant, égal à 0. Et ici, pour obtenir uniquement des lambda, il suffit de faire L1 plus 2L2. Et pour obtenir que des mu, on peut multiplier ici par 3, 3L1 plus 4L2. Et ça nous permet d'obtenir ici les mu qui vont sauter. J'obtiendrai 4 moins 6, donc moins 2 lambda égale à 0. Et ici, j'obtiendrai, il y a les lambda qui sautent et j'obtiens 6 moins 4, donc 2 mu égale à 0. Ce qui implique que lambda égale mu égale à 0. Donc, la famille E1, E2 est libre. Alors, cette première méthode est à connaître. Bien évidemment, vous préférerez, et vous avez bien raison, la deuxième méthode. Je détermine le déterminant de E1, E2 dans la base B et j'obtiens ici la notation suivante, donc les coordonnées de E1 dans la base B, 4 moins 3. Les coordonnées de E2 dans la base B, c'est 2 moins 1. Je réalise le produit en croix, ça fait moins 4 plus 6 et j'obtiens 2. Je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc moins par moins plus 6. Ces différents zéros
Donc, je peux directement affirmer que E1, E2 est une base de P. Donc c'est beaucoup plus puissant que la démonstration précédente, puisque non seulement elle est plus longue, mais qu'en plus j'obtiens simplement qu'elle est libre, je n'obtiens pas qu'elle est génératrice, c'est-à-dire je n'obtiens pas que c'est une base. Ici j'obtiens directement que c'est une base. Si c'est une base, c'est libre. Voilà. Alors ici, pour obtenir que c'est une base, dans la mesure où c'est une famille libre dans un espace de dimension 2, on obtient ici une base. Voilà, donc pour cet élément 4, nous allons passer à l'élément 5. Alors pour l'élément 5, nous avons la droite D qui a pour représentation paramétrique ceci. Je peux à partir de là déterminer un point de D qui est, en prenant t égale à 0, le point 1, 1. Ensuite, U, un vecteur directeur, en prenant les coefficients de t, moins 2, 1, vecteur directeur de D. Donc A, lui, appartient à D. Voilà. Ensuite, on vous demandait une représentation, une équation cartésienne. Si je fais la ligne 1 plus 2 fois la ligne 2, j'obtiens donc x plus 2y à gauche est égal. Ici, ça m'a permis de supprimer les paramètres t, puisque j'obtiens moins de t plus 2t. Et ici, plus 3 égale 3. Donc, j'obtiens ici une équation cartésienne de droite. Équation cartésienne de droite. Alors, ici, on me demande une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, je peux appliquer directement la formule du cours. J'ai x, y égale, et je vais choisir un paramètre, par exemple lambda, appartenant à R. Pour x et y, j'utiliserai pour les coefficients de lambda 2, donc 2 lambda, et 3 lambda, plus 1, moins 3. Ici, j'ai une représentation paramétrique. Vous revoyez que les coefficients pour lambda, pour x et y sont déterminés par les coordonnées du vecteur u, et on peut le comprendre avec la démonstration de l'élément 2 qu'il y avait à apprendre. Ici, on obtient, une fois qu'on a une représentation paramétrique, on vous demande dans la question C de déterminer l'intersection entre delta et D. Pour cela, on va utiliser une équation cartésienne, c'est pareil, le plus efficace, de la droite D, et une représentation paramétrique de delta. On a ici, en remplaçant dans l'équation cartésienne de D, par les coordonnées en fonction de lambda, on obtient 2 lambda plus 1, voilà, en remplaçant ici, plus 2 fois y, c'est-à-dire 3 lambda moins 3, égale à 0. Donc on obtient ici 2 lambda plus 3 lambda, 8 lambda, et les constantes, ici on obtient moins 6, moins 3, moins 9, plus 1, moins 8, égale à 0. Donc lambda égale 1. Ceci étant, on peut déterminer l'intersection. Donc, l'intersection entre delta et D et le point de coordonnées et je calcule en utilisant la représentation paramétrique ici en remplaçant lambda par 1. Donc j'obtiens 3 et 0. Voilà. Je peux vérifier que ce point appartient aussi à cette droite. Regardez, si je remplace, j'obtiens aussi 0. Donc effectivement, il appartient bien aux deux droites. C'est le point d'intersection. Par ailleurs, si on regarde un vecteur directeur de D et un vecteur directeur de delta, ces deux vecteurs directeurs sont non collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles et l'intersection est réduite à un seul point. Donc on est sûr d'avoir trouvé la totalité de l'intersection. Alors dans la fin de cette vidéo, je vais résoudre un exercice avec les barycentres.
Donc ici, si j'ai 3 points avec les coordonnées dans le plan P et que je choisis G comme barycentre de A1, B2 et C-1, ici on a bien l'existence du barycentre G puisque la somme des coefficients est égale à 2 et différente de 0. Alors je peux déterminer directement les coordonnées de G en déterminant OG, en utilisant la formule 1 sur la somme des coefficients. Donc ici la somme des coefficients, je viens de la calculer, c'est 2. Facteur de 1 fois OA plus 2 fois OB moins 1 fois OC. Et pour cela, j'ai utilisé la formule suivante. Oui, en utilisant effectivement cette formule suivante. Je ferai la démonstration juste après. Alors ici, on peut maintenant remplacer. Donc vous voyez que le alpha c'est 1, bêta 2 et gamma moins 1. D'où l'expression. Alors ensuite, il suffit de remplacer ici avec les coordonnées des vecteurs ici OA. OA, ces coordonnées sont les coordonnées de A, puisqu'ici O est l'origine. Ensuite, OB de 2, avec un 2 devant, et OC, ici, de 1. Je fais le calcul. J'obtiens 3 plus 4 moins 2, donc 3 plus 2, 5, 5 demi. Et ici, 1 plus 4 moins 1, donc 4 sur 2, 2. Voici pour les coordonnées de G. 5 demi, 2. J'aurais pu aussi construire le point G en remplaçant ici, comme ça marche pour n'importe quelle formule, quel point M ici, cette formule elle marche pour n'importe quel point M. Donc ici, au lieu de prendre O comme origine, j'aurais pu choisir le point A et j'aurais obtenu 1 demi de 2AB moins AC. Et ainsi, j'aurais pu construire directement en faisant, si j'ai A, B, C, alors je ne les ai pas placés comme il faut, bien évidemment, 2AB moins AC, et j'aurais obtenu ici mon point G. Voilà. Voici pour la construction du point G, utiliser cette formule pour construire un point G. Alors, je réalise donc pour l'élément de cours numéro 3, la démonstration que j'avais proposée initialement était une démonstration dans le cadre général. Et donc là, je vais faire la démonstration de cette formule dans le cas particulier où j'ai 3 points. Alors ici, je choisis donc 3 points du plan, 3 réels, tels que la somme de ces 3 réels, la somme de ces 3 valeurs soit différente de 0, auquel cas il existe un barycentre défini par ce système grâce à la formule permettant de définir ce barycentre, bêta GB plus gamma GC égale vecteur nul. Ça me permet de définir de façon unique le point G. Et ici, je vais prendre un point quelconque du plan. Et ici, je vais appliquer la formule de Schall, la relation de Schall, pardon. Voilà. Une fois que j'ai appliqué la relation de Schall, je me retrouve avec alpha plus bêta plus gamma GM plus alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale vecteur nul. Ces vecteurs, je les place de l'autre côté. Et donc, j'obtiens GM après avoir divisé par alpha plus bêta plus gamma égale donc ceci fois ce vecteur.
Donc la formule à retenir est ici la définition du barycentre. Une définition ne signifie rien si on n'a pas les hypothèses. Ici, les hypothèses. Enfin, pour la définition, c'est jusque-là, et pour la formule qu'elle a, il faut aller jusque-là. Donc, cette formule, effectivement, ici, GM, MA, voilà. Oui, bien sûr, vous avez remarqué que j'avais fait une erreur ici de signe, puisque c'est comme si je mettais ceci de l'autre côté, auquel cas il faut que je change de signe, et c'est le vecteur mg qui est égal à ceci. Donc on a fini avec cette démonstration. Donc finalement elle est plutôt courte et pas très compliquée.